Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fille sage qui a décidé d'arrêter de l'être. Ce podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou, parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on arrive à pas grand-chose dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Les anciennes petites filles sages que j'interviewe dans ce podcast ne sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Ah, Marine Baousson. J'ai eu un doute. Sûrement j'aurais pu dire n'importe quel autre prénom, mais c'est le prénom Marine Baousson. Comme au Starbucks, c'est le genre de personne qui donne un faux prénom au Starbucks. Ouais, j'ai fait forcément la blague de Rihanna et Beyoncé, mais bon, ça les fait plus rire les gens de Starbucks. Marine Baousson, merci beaucoup de venir répondre plaisir. à mes questions sur Sois gentille. La première question que je pose à toutes mes invités, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans. Eh ben, je pense que j'étais casse-couille à la mort. Je sais pas, je pense que j'étais une petite fille énergique, pleine de vie, plutôt moi j'étais un peu une faillotte. Je suis toujours d'ailleurs, donc je pense que c'était pas très... J'avais un frère et une sœur dont je m'occupais, mais je pense que j'aimais bien faire un peu de spectacle, quoi. Je faisais de la danse, tout ça. Donc, T'as combien d'écart d'âge entre toi, ta sœur et ton frère ? En tout, on est nés sur 3 ans. Je suis 86, mon frère 87, ma sœur 89. Donc, je dirais 3-4 ans, quoi. Mais t'es l'aînée. Je suis la plus grande, ouais. Pourquoi tu dis casse-couille, en fait ? Pourquoi tu dis que t'étais... Parce que je pense que parce que je faisais du théâtre, quoi, tu vois. Donc, je fais du théâtre comme toutes les petites... Enfin, comme j'en sais rien, comme tous les enfants, en fait. J'avais envie qu'on me voie, quoi. Je discutais, je sais pas. Qu'est-ce que tu répondais quand les adultes te demandaient « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande ?» Oh, maîtresse docteur, je dirais, ouais. J'ai dû te dire que je voulais être vétérinaire à un moment. Enfin, ouais, un truc hyper bateau, je pense. C'était une vraie ambition professionnelle que t'exprimais à ce moment-là ou c'était pour faire plaisir aux adultes ? Oh, je pense que c'était un... Non, je me voyais bien docteur. En fait, je crois que j'aime bien discuter avec les gens et j'aimais déjà. Donc je pense que dès qu'il y avait un truc où il fallait aider les gens, faire des trucs, je me disais déjà que j'aimais bien les enfants alors que j'en étais une, tu vois. Donc je pense que ouais, c'était aider, quoi. Un truc où t'aides. Ça, c'était une vraie ambition. À quel moment ces envies-là se sont traduites par une vraie ambition professionnelle ? Est-ce que tu te souviens du moment où tu as exprimé pour la première fois l'envie de « Ok, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre ». Tu veux dire la voie que j'ai aujourd'hui, hein ? Ah ben, est-ce que tu en as eu d'autres avant ? J'ai travaillé dans un magasin bio pendant un peu de temps, j'ai fait de la restauration. Oui, en fait, il y a un jour, je suis descendue voir ma mère et je lui ai dit « Maman, je voudrais faire... J'espère que tu vas pas être triste, mais j'aimerais bien être chanteuse. » Il faut savoir que je suis nulle, je sais pas chanter. C'est une catastrophe. On fait des one-man shows dans lesquels je fais chanter des gens, mais c'est vraiment juste pour que je puisse faire, moi, genre « ouh », mais qu'on n'entende pas parce qu'il y a plein de gens qui chantent en même temps. Mais sinon, et c'était une vraie ambition professionnelle. En fait, ma vraie ambition, c'était vraiment de parler aux gens, d'être avec des gens, en contact avec des gens. En fait, quand tu te dis que tu voulais devenir chanteuse pour parler aux gens, comment... Je voulais qu'on me voie, en fait. C'est pas pareil. Je voulais aider les gens, mais ça, c'était pas pour être... Je sais pas, être chanteuse pour aider les gens, c'était être chanteuse pour satisfaire mon ego. C'est pas pareil. Mais en tout cas, je voulais un rapport je voulais un truc où on me voyait, ça c'est sûr. Et puis je voulais aussi, par ailleurs, c'est un truc qui est vrai, que j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien le contact, j'aime bien rencontrer les gens, les découvrir vraiment. Ça, c'est un vrai truc. Donc t'étais pas timide ? À l'école, par exemple, tu te faisais facilement Non, des amis ? j'étais pas timide. Oui, j'ai été élue déléguée alors que j'étais même pas présentée. Donc oui, si tu veux, j'étais pas timide. Mais à certains endroits, si, bien sûr, j'étais timide. Il y a des choses que je n'osais pas montrer, des choses que je n'osais pas dire. C'était pas forcément facile, mais grosso modo, j'ai un contact assez facile avec les gens. D'accord, donc tu veux être chanteuse. Ouais. Et ta mère t'explique que... Elle m'explique rien du tout, elle me dit « Ah, d'accord ». Et je remonte dans ma chambre. Voilà, elle dit rien en fait. Elle dit « Ok ». Donc elle t'a pas pris au sérieux. Non, mais c'était n'importe quoi. Enfin, moi-même, quand je réfléchis à ça, moi-même, je me prends pas au sérieux. Enfin. Et à quel moment tu t'es prise au sérieux sur ce que tu avais envie de faire ? J'ai réalisé que je voulais être humoriste. En fait, je suis allée voir un spectacle d'Anne Romanoff et je me suis rendu compte que c'était un métier. À quel âge t'es allée voir 14 ce spectacle ? À 14 ans, ok. Pour mon anniversaire, c'est mes parents qui m'ont offert ça. Et
Et je me suis dit, ah d'accord, donc c'est un métier. Et là, je me suis dit, eh ben, si faire rire des gens, c'est un métier, ça me plaît. Parce que moi, je fais rire les gens. Et j'y arrive. Et j'aime bien ça. Plus que chanter d'ailleurs, finalement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, surtout que je chantais pas. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose qui me semblait facile, en fait. Et quand j'ai réalisé que c'était un métier, bah, je me suis dit, bah oui, je voudrais faire ça. Et j'avais écrit à Nour Manaf, d'ailleurs, elle m'avait répondu et tout. C'est vrai? Ouais. Tu lui avais écrit pour J'avais aussi écrit à Cécilia Cara, qui m'avait aussi répondu. Pourquoi tu lui as écrit? Qu'est-ce que tu lui as écrit à Nour Manaf? À Nour Manaf, je lui ai écrit un mail pour lui dire que j'avais vu son spectacle, que j'avais adoré, que je m'étais rendu compte que j'avais envie de faire ce métier-là aussi, et que je sentais que personne me prenait au sérieux, alors que bon, machin. Alors qu'en vrai, je pense que si, on me prenait au sérieux. Enfin, moi, mes parents, c'est eux qui m'ont trouvé ma première école de théâtre. Enfin, je pense que si, on m'a tout à fait prise au sérieux, mais c'est juste que c'était moi qui avais besoin de reconnaissance d'une certaine manière. Donc, elle m'a répondu, t'inquiète pas, ça prendra le temps que ça prendra, etc. Donc, c'était gentil. Et Cécilia Cara, la même chose. Je pense que c'était un peu la même chose. Alors que bon, Cécilia Cara, enfin, je sais pas, j'ai dû écouter Roméo et Juliette 5 minutes, mais bon, écoute, elle m'avait répondu, donc c'était gentil. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à ce moment-là? À partir du moment où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, qu'est-ce qui change dans ta vie? Est-ce que quelque chose change dans ta vie, en fait? Non. Le lendemain, tu retournes au collège Normal, ouais. Ouais, je me rappelle, si tu veux, de ce truc de ah d'accord, c'est un métier, mais je me rappelle pas de la suite, en fait. Je pense que je trouvais ça quand même un peu prétentieux. Pourquoi? Parce que c'est pas comme dire d'un coup quelqu'un qui se réveille et qui te dit tu vais faire boucher. C'est un métier normal, en fait. Ah, tu trouves que l'humoriste, c'est pas un métier normal? Bah, je trouve que c'est prétentieux. Il y a un côté, je vais aller sur scène, je vais raconter ma vie, et les gens vont m'écouter, et ils vont m'applaudir. Tu vois, il y a un côté comme ça que je trouve un peu prétentieux, mais parce que faut... Enfin, c'est quand même... Ouais, il y a un côté prétentieux, quoi. Enfin, je le vois aujourd'hui, même aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui dans mon métier, je rencontre plein de gens, et quand tu leur dis... Quand ils disent, tu fais quoi dans la vie? Donc les gens ils disent, bah, je sais pas, je suis chargée de com dans un truc. J'ai ah super cool. Et toi tu fais quoi? Je suis humoriste. Ah non mais c'est d'accord. Et donc du coup on peut plus parler de leur métier parce que bah leur métier il est moins fun a priori moins fun dans l'imaginaire général. Je dis pas qu'il l'est vraiment, mais que moi. Non mais moi je suis comptable, on s'en fout. C'est pas toi t'es humoriste. Donc tu vois il y a un côté et donc du coup c'est un peu incroyable je crois de faire ça, mais parce que les gens pensent aussi à la célébrité machin un truc que bon. On peut quand même dire que c'est tout à fait relatif dans ma vie, hein, le succès. Mais bref, en tout cas, je sais pas si je réponds à ta question. Mais... Non, mais ça m'intrigue. Ce que tu me décris, de mon point de vue extérieur, c'est les gens ont des idées reçues et des stéréotypes sur ton métier. Mais moi aussi. Comme sur tous les métiers. Et toi-même, tu as, je pense, des idées reçues, des stéréotypes sur plein de métiers. Oui, bien sûr. T'es en paix aujourd'hui avec ça? Avec le fait que, depuis que tu dis que je suis humoriste, les gens s'imaginent Gad Elmaleh. Bah non, parce qu'ils voient bien qu'ils savent pas qui je suis, donc parce que les gens s'excusent souvent, ils disent ah là là pardon, je vous connais pas, non mais normal. Oui, ils s'excusent parce que tu devrais être connu si t'es humoriste. Et ouais c'est ça. Mais vous en vivez? Oui. En fait, je suis à l'aise avec ça depuis que j'en vis. Depuis que c'est mon métier vraiment, depuis que, si tu veux, quand je bossais à côté dans une boutique bio, ça, je trouvais ça pas normal de dire que j'étais humoriste parce qu'en fait, ce qui me permettait de payer mon loyer, c'était que je mettais des yaourts dans un frigo et que j'étais en caisse, voilà. Ah, mais c'est fou ça. Marion Séclin raconte aussi que tant qu'elle ne vivait pas de son métier de comédienne, elle ne se disait pas comédienne. Elle n'arrivait pas à le faire. Et donc, toi, c'était pareil. Tant que tu n'étais pas 100% humoriste sur ton salaire à la fin du mois. Et ça a encore mis un peu de temps, mais après, à partir du moment où tu es payé pour ça, c'est comme ça que tu payes ton loyer. Enfin, Yacine Bellous, il le dit, bah en fait, j'ai acheté ses habits avec des blagues. Tu vois, j'ai acheté ça. Enfin, d'un coup, c'est ce que je fais qui fait que, bah, ok, là maintenant, je peux le dire en fait. Parce que, en fait, c'est à partir du moment où tu te dis, bah, ça y est, je tourne. Mais moi-même, hein, je veux dire, quelqu'un qui me dirait, je suis humoriste, et je dirais, d'accord, tu joues. Ah, ouais, je joue pas vraiment. Donc, t'es pas humoriste en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es actif dans ce que tu fais ou t'es pas actif. Je pense qu'il y a un truc d'être actif dans sa profession. Tu vois, il y a un truc. Alors, je comprends totalement. C'est juste que je me dis que ça ne vient pas du jour au lendemain. Alors, c'est pas le jour où tu décides d'être humoriste que la semaine suivante, t'as un théâtre. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, combien de temps il s'est passé entre le moment où tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ça, on y va, et le moment où j'ai été vraiment tes premiers levées de rideau? C'était quoi d'ailleurs le premier lever de rideau de ton premier spectacle? Alors, c'était l'anniversaire de Candy. Je sais pas si tu vois qui c'est, Candy l'humoriste. Oui, je vois. On était copines et le temps, en fait, moi, à 14 ans, je décide que je veux être humoriste. Je vais au conservatoire.
Enfin, je prends le théâtre dans ma ville, d'accord, atelier théâtre de ma ville, Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, représente. Ensuite, je vais donc il y a ça. Ensuite, je vais à Tréguier, qui est un lycée avec option obligatoire théâtre. Ils ont aussi cirque, cinéma, histoire de l'art. Enfin voilà, ils ont plein de choses. Donc c'était hyper saltimbanquerie. Carrément. J'ai une copine, Fanny. Elle est arrivée le premier jour. Elle était toute pépette. Elle est revenue au bout de 3 jours d'internat chez ses parents. Elle avait des dreads et des pantalons tout déchirés. Donc si tu veux, on était vraiment sur un truc. Et c'est pas un cliché que je te raconte, c'est vrai quoi. Donc donc je fais ça. Là, je me rends compte que je veux faire du théâtre, du grand, du beau. Quand j'ai mon bac, je rentre au conservatoire à Rennes et à la fac en même temps, art du spectacle. Là, je me rends compte qu'en fait, je veux vraiment être humoriste. Je l'avais fait avant, mais entre-temps, je me dis, je veux faire du gna-gna. Là, je me dis, non, je veux être vraiment humoriste. Se passe 2 ans avant que je monte à Paris et je commence une école de café-théâtre. En même temps, parallèlement à ça, je me fais des amis, notamment Luciole, qui est ma meilleure amie, et Luciole, elle était slameuse, déjà à Rennes, on s'était rencontrés au conservatoire. Elle vient à Paris en même temps que moi parce qu'elle commence à faire un album. Et là, elle commence à traîner dans les milieux du slam. Et donc, moi aussi, parce que je la suis, en fait. Et donc, là, on se fait toute une bande d'amis. Et ces amis m'engagent en tant que metteur en scène, alors que truc que j'ai jamais fait, sur une pièce, une pièce écrite par des slameurs, qui n'est que de la poésie, qui est sur une commande pour le syndicat des avocats de France. Donc un truc très précis. Là, je rencontre Candy, et là, Candy, on fait son anniversaire surprise, et je me décide à écrire un texte. En fait, on lui organise dans une pièce le Candy Comedy Club, et chacun de ses amis vient faire des sketchs. Ce qui est génial, c'est que dedans, dans tous ces gens qu'on croise à l'époque, il y avait plein de gens qui aujourd'hui ont des carrières plus impressionnantes. Donc c'est drôle de voir un peu le parcours des gens, etc. Et là, on doit être en 2009. 2008-2009, ouais. Ouais, donc t'as 22 ans. Ouais. Et j'ai écrit un sketch pour son anniversaire pour elle. C'est ça, c'est même pas un vrai lever de rideau, c'est j'ai joué devant des gens que je connaissais ou pas, et devant qui j'ai fait ma première scène. Et ensuite, entre-temps, je rencontre Shirley Soignon qui me demande de faire sa mise en scène. Et donc, je commence à faire ça. Et donc, en même temps, je commence à faire des scènes. Mais c'est très difficile. Et puis, c'est très douloureux. Et puis, c'est très... Qu'est-ce qui est douloureux ? C'est douloureux de se planter, d'aller... Parce que c'est pas... Non, mais c'est pas parce que t'es marrant dans ta famille et que tu vas arriver avec un texte que t'as écrit, tu vas faire bonsoir à tous. Et non, en fait, tu sais pas, une blague, elle est pas marrante en fonction d'un public. Il y a des gens qui riront, qui riront pas. T'es plus ou moins original. Et puis, surtout, t'es plus ou moins débutant. Et ça prend du temps de prendre de l'expérience... c'est génial, il y a plein de gens qui arrivent qui sont jeunes humoristes et qui d'un coup une aisance comme ça, un truc comme Roman Fressinet, là il arrive, alors après il a fait une école à Montréal et tout ça, mais il est hyper jeune. Moi je suis hyper impressionnée par son âge, même des mecs comme Stéphane Bach, il avait 14 ans quand moi je l'ai rencontré et il faisait des premières parties, c'était hyper impressionnant. Moi ça s'est pas passé comme ça, en tout cas moi j'ai dû apprendre vraiment mon métier à partir de rien quoi. Donc alors eux aussi ils ont dû apprendre leur métier, mais ils avaient plus d'aisance, on va dire. Tu trouves que tu avais moins de facilité que d'autres artistes autour de toi ? Déjà je faisais de la déclamation baroque sur scène, donc évidemment que j'avais moins de facilité à la base, parce que mon choix de faire je voulais faire un truc intello, je voulais avoir l'air d'être intello, c'est-à-dire c'est le théâtre comme il se faisait au 17e, la déclamation baroque. Donc c'est un truc, donc c'est ce que je faisais, ça sonne un peu, donc c'est ce que je faisais, je voulais rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames. C'était un truc à la bougie, tout ça, donc je commençais mon spectacle avec des bougies, il y avait des bougies tout le temps dans mon spectacle. Et j'aimerais tellement voir ça. Tu peux demander à Fab, il doit avoir des bandes, alors je sais pas s'il les a gardées, mais voilà. Je ne connaissais absolument pas cette partie de ton parcours, je suis ravie. Je te cache pas que j'ai touché les étoiles à plein de moments. Mais disons que ça s'apprend tout ça s'apprend la scène, en fait on apprend à gérer une petite salle, et après tu passes dans une plus grande salle, tu te rends compte que en fait t'as appris à gérer pour 20 personnes, mais quand tu vas, moi c'est vraiment ce que j'ai réalisé en tournant avec Bérangère Krief, c'est-à-dire de se dire que en fait t'apprends aussi en fonction des tailles des salles, et que c'est pas parce que tu t'en sors dans une 20 places que tu vas t'en sortir dans une 200 places. Ça veut pas dire que tu vas pas t'en sortir, ça veut dire que tu as un temps d'adaptation, et que gérer une salle, parce qu'en fait on gère vraiment une salle, moi j'ai cette sensation là d'un coup que c'est moi qui décide, c'est moi qui prends en charge tout le monde dans mes bras, et je dis voilà, vous êtes chez moi, mais je vous préviens, c'est moi qui décide, je vous amène où j'ai envie. Et ça c'est un travail en permanence pendant le spectacle, je trouve, que de prendre tout le monde et de les choper. Et quand d'un coup, tu as l'habitude de prendre 20 personnes dans un espace restreint, et que d'un coup, tu te retrouves dans 200, ou avec Bérangère, j'ai fait des 900, des 1500, des salles immenses. On a fait le Grand Rex, tu vois.
d'un coup, il faut réussir à choper tous ces gens, leur parler à tous comme si on était... Oui, il faut investir l'espace, occuper l'espace. Oui, puis réussir à leur parler à chacun. Moi, j'ai une grande frustration quand je vais voir des concerts. Ça me fait beaucoup ça sur les concerts. Moins sur les humoristes, mais sur les concerts où j'ai l'impression qu'en fait, ils parlent à une foule de gens et pas à des individus. Et pas à toi. Parce que je trouve complètement différent chez un mec comme Vincent Delerme ou comme Jeanne Chéral, par exemple. Eux, justement, ils arrivent à me parler à moi spécifiquement. Alors qu'un mec comme M, j'ai pas l'impression qu'il me parle à moi, j'ai l'impression qu'il parle à une salle. Mais après, c'est des sensations oui, c'est des sensations très particulières. Ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Ça veut dire que c'est moins intime. Mais je voudrais revenir à ce que tu disais sur C'est douloureux. Parce que quand je t'écoute, j'ai la sensation, comme beaucoup de carrières d'artistes, que ça part au départ viscéralement d'une envie de faire quelque chose, une envie qui est plus forte que tout le reste. Et la douleur et la peur, pour moi, c'est le contraire de l'envie. Comment t'as géré ça, en fait, sur au quotidien, je dois le gérer encore. Ah, encore aujourd'hui? Je crois pas qu'il y ait un seul artiste qui arrive en étant sûr de lui tout le temps quand il monte sur scène. La chose dont je suis sûre aujourd'hui quand je monte sur scène, c'est que je m'en sortirai toujours. Même si je me viande. Je le sais. Ça, c'est la certitude que j'ai. Que j'ai suffisamment de ressources pour maintenant... c'est l'expérience que j'ai chopée en jouant beaucoup et puis en présentant notamment les one-man shows. C'est de dire, en fait, aujourd'hui, je peux arriver sur scène en n'ayant rien et je peux faire un quart d'heure. Et ça, mais c'est pas un truc que je savais que je pouvais faire. C'est un truc que j'ai constaté, que j'ai appris. C'est pas pareil. Après, chaque nouveau truc est un doute. Chaque nouveau texte qu'on écrit est un suspense. Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va leur parler? Parce que moi, il y a des trucs qui me font super rire dans mon spectacle, que vraiment je les garde alors que ça fait pas rire les gens. Parfois, c'est douloureux tout ça. Enfin, donc, faut... Et puis, c'est particulier de se dire... moi, mon travail, c'est d'aller raconter ma vie et de parler de mes failles et d'essayer que ça touche les autres, que ça leur parle des leurs et que ça les fasse marrer. Par exemple, aujourd'hui, je parle du cancer sur scène. L'ex de mon ex avait un cancer et c'est un des nouveaux thèmes que j'aborde dans mon spectacle. Et j'ai pensé des trucs, franchement, qui sont pas forcément faciles. Et pourtant, j'essaye de faire rire avec ça. Parce que je me dis, c'est tellement ouf que du coup, il faut que j'en parle. Parce que peut-être que ça va parler à des gens aussi. Mais n'empêche que quand les gens y rient pas, ça te dit juste que t'es une mauvaise personne, en fait. Parce que tu rigoles d'un cancer qui est même pas le tien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc... C'est un travail d'équilibriste. Ouais. Funambule. Il y a un côté comme ça, ouais. J'ai eu une conversation l'autre jour avec Kian Kojandi. Je lui disais, mais je trouve pas le fil. Je sais que ce que je dis, j'ai le droit de le dire et que ça passe, mais je sais pas assez sensible comment je le dis. C'est compliqué. Donc, faut chercher la porte d'entrée. Pendant des mois, là, j'ai travaillé un passage sur un truc que j'ai vécu aux États-Unis. Je suis allée à San Francisco et je suis allée assister à un spectacle dans une église. Et en fait, je pensais que j'allais voir un one-man show, comme avait dit ma pote qui m'amenait. Et en fait, c'était pas ça du tout. Je me suis retrouvée dans un plateau d'humoristes SDF et toxicos. Qu'on devait juger, machin. Enfin, et c'était très particulier. Il s'est passé plein de trucs. Et ça fait des mois que j'essaie de le raconter sur scène en trouvant la bonne entrée. Et je trouve pas la bonne porte d'entrée. Et je trouve pas. Donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je le joue, je sais que j'ai pas la bonne porte d'entrée, que j'ai pas la bonne façon de le raconter, que c'est pas clair, que c'est pas, que pourtant le sujet est intéressant, que ce que j'ai à en dire est intéressant. Mais je trouve pas le truc. Tu t'interdis pas un sujet, c'est juste de la façon de l'aborder qui doit être, qui doit mettre tout le monde à l'aise quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, d'une certaine manière. Enfin, je m'interdis pas. Il y a certaines choses aussi. Enfin, il y a un moment en fait où c'est compliqué parce que mon travail c'est de me confier. Enfin, c'est de parler de moi. En fait, pendant très longtemps, je parlais pas de moi vraiment. Enfin, je parlais de trucs qui m'étaient arrivés, de trucs que je faisais, de trucs que j'aimais, mais les gens me disaient, et toi? Mais je viens de parler de moi pendant 1 heure. Oui, mais on sait pas qui t'es en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un plus gros travail sur l'intimité. C'est un vrai truc. Et c'est drôle d'y arriver maintenant parce que quand je faisais des études de théâtre, c'était mon sujet de mémoire, mise en scène de l'intimité. Dans le théâtre de Sophie, dans le théâtre d'Éléonore Weber, qui est une metteur en scène, auteur, et dans les œuvres de Sophie Calle. C'était ça
mon sujet de mémoire. Et donc, c'est drôle aujourd'hui de me dire, alors que j'ai eu l'impression pendant tout ce temps de parler d'intimité, je me rends compte que je le fais maintenant, alors que ça fait un certain temps que je fais ce métier et que je fais de la scène et que j'ai l'impression et que j'écris des textes et que j'ai l'impression de faire que de parler de moi, alors qu'en fait maintenant je parle d'intimité. Mais avant, non. Alors c'est très intéressant parce que tout l'objet de ma discussion avec toi, avec mes invités sur le parcours, c'est en général d'identifier les obstacles que tu rencontres. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que tu es à la fois ton premier moteur et ton principal obstacle. Bah oui, évidemment. Ça comme si c'était évident. Bah oui, non mais évidemment, mais c'est même tout dans la vie. Enfin, je sais pas, quand on se rend compte qu'on tombe toujours amoureux des mêmes personnes, ou quand on se rend compte qu'on fait les mêmes erreurs à chaque fois qu'on est dans une relation. C'est-à-dire que c'est cool, on est amoureuse, mais en même temps, on n'est pas... Enfin, tu vois, on est... je crois, on reproduit des choses. Donc on est... Et moi, mon travail, il est basé autour de moi. Les gens, quand ils me disent t'es comédienne, oui, c'est quelque chose que je sais faire, mais avant tout, je suis humoriste parce que je suis mon propre personnage, en fait. Et je choisis des choses que je raconte ou que je raconte pas. Et il y a certains trucs, c'est compliqué de les raconter sur scène quand je sais que j'ai pas encore la solution dans ma vie. Aujourd'hui, par exemple, j'ai perdu beaucoup de poids et c'est génial. Et aujourd'hui, je fais face à un nouveau truc dans ma vie que je découvre, c'est la perte d'identité. C'est-à-dire que d'un coup, toute ma vie, j'ai été une grosse rigolote et aujourd'hui, je suis plus qu'une rigolote. J'aurais encore quelques kilos à perdre, mais franchement, ça va. Je suis super bien comme ça maintenant et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, quand tu t'es construit toute ta vie autour d'une identité que tu as choisie en plus, que j'ai subie, mais que j'ai choisie aussi. Qu'on t'a assigné aussi. Qu'on m'a assigné, oui, mais qu'on m'a assigné, mais que je me suis aussi assignée. C'est-à-dire que c'était aussi comme ça que je me présentais. C'est comme ça que je commençais mon spectacle. C'est comme ça que aujourd'hui, je fais face à un truc où quand je me vois dans un miroir, je ne me reconnais pas. Je me suis dit bonjour une fois quand je suis rentrée dans les toilettes. Bonjour, j'ai fait bonjour et c'était moi. Donc, si tu veux, quand je choisis des fringues, je sais pas quelle taille prendre. C'est très compliqué. Donc, si tu veux, je fais aujourd'hui face à des questions qui sont des questions qui ont un rapport à l'identité, mais j'en parle dans mon spectacle. Mais c'est compliqué d'en parler dans mon spectacle puisque dans ma vie, je n'ai pas réglé le truc. Donc, c'est comme en fait dans mon spectacle poser des questions où j'ai pas la réponse. Alors que le but, c'est quand même de trouver la réponse. C'est très ambitieux de résoudre cette question d'identité. Ouais. De recherche d'identité de soi-même, parce que j'ai la sensation que c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire. Tu vois, moi j'ai la sensation de m'être beaucoup construite par rapport aux autres, à travers le regard des autres. Oui. Et ce que tu exprimes, en tout cas sur ton identité de grosse, entre guillemets, que tu revendiquais sur scène, c'est le regard... Que je revendique un peu toujours d'ailleurs. C'est le regard des autres, c'est pas... Au bout d'un moment... Non, c'est mon regard aussi à moi par rapport à moi-même. D'accord. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Quand tu marches dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui te dit tu devrais plutôt courir... Oui, ok, c'est le regard des autres. Mais c'est aussi le regard que je portais sur moi-même. Enfin, je veux dire, je me rends compte aujourd'hui, et je le dis maintenant dans mon spectacle, c'est de dire aussi, avant je me faisais pas draguer, maintenant je commence à me faire draguer. Et pendant un moment, je me suis dit, c'est parce que j'ai perdu du poids. Non, c'est parce que j'ai gagné confiance en moi. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Mais sauf que pendant tout ce temps, je me suis construite moi-même avec l'idée que de toute façon, j'étais trop grosse pour être aimée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, mais ça vient pas... Enfin, je veux dire, si tu parles avec Navi, par exemple, Navi, elle a jamais douté de son pouvoir de séduction alors qu'elle était plus grosse que moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et par exemple, prenons Navi. Navi et moi, on a postulé il y a très longtemps pour un... On se connaissait pas du tout. Et on a postulé toutes les deux... on nous avait contactés, nous, avec d'autres gens, pour présenter une émission sur la chaîne June. Ouais. À l'époque, c'était il y a longtemps. Hein, là, je te parle vraiment un truc, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et on m'avait dit, tu fais partie des préférés. Là. On est sur... voilà. Et donc, on avait fait des essais et tout ça. J'avais proposé un truc d'émission et tout ça. Et vraiment, on m'avait dit, c'est entre toi et une autre meuf. Voilà. Et j'ai pas été prise. Et je me suis dit, c'est parce que je suis trop grosse. Et après, j'ai regardé la meuf qui était prise. C'était Navi. Et elle était plus grosse que moi. Et du coup, j'ai fait, ah d'accord. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Et juste, son émission était mieux que moi, en fait. Franchement, quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, j'ai fait, ah ouais, c'était vraiment... Il n'y a pas photo, quoi. C'était tellement génial. Et du coup, mais sur le moment, je me suis dit, c'est parce que je suis trop grosse. Je me suis pas dit, c'est parce que je suis pas assez drôle ou c'est parce que c'est pas assez bien foutu. Parce que vraiment, c'était pas très bien ce que j'ai proposé. Tu vois, je pense que j'avais une bonne énergie, c'était sympa, j'étais drôle, j'étais mignonnette, tu vois, mais
c'était pas pro, c'était pas calé, j'avais 24 ans, j'étais pas prête, tu vois. Et ils ont pris une meuf qui était prête et qui était drôle et qui était bien. Mais moi, je me suis dit, parce que je suis trop grosse. Et t'avais toujours été grosse? Ça veut dire, où t'as pris du poids à un moment donné dans ton adolescence? J'ai pris du poids à plusieurs moments. J'ai pris du poids quand je suis arrivée à Paris. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu une rupture difficile. Où à la suite de ça, il y a 7 ans, j'ai vraiment grossi. Et je m'y attendais pas du tout. Enfin, je me suis pas vue grossir. Mais j'ai toujours été au régime, si tu veux. Je me suis toujours trouvée grosse. Quand je regarde les photos, je me dis ça n'a pas de sens. Mais je me suis toujours trouvée grosse. J'ai toujours été au-dessus dans les courbes hautes et tout ça. Mais il y a eu une rupture. Et là, ça a été trop dur pour moi. Et j'ai grossi, mais parce que ça n'allait pas. Et puis c'est vrai que c'est dur aussi. Franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de se dire bientôt je vais quitter chez mes parents pour aller vivre tout seul. Faites gaffe, en fait, chez nos parents, en fait, on mange équilibré et dans des quantités raisonnables. Et d'un coup, quand on a un petit budget pour choisir son truc, on va vite manger au McDo tous les soirs parce qu'en fait, on trouve ça cool. Et puis en fait, on se rend compte que en fait, c'est pas bien pour soi, quoi. Et moi, j'ai grossi en arrêtant. En plus, j'étais interne, donc vraiment. Quand j'étais interne après le lycée, on s'occupait de moi. J'avais pas à me poser de questions. J'étais très gourmande, mais gourmande dans un certain cadre. Et donc ensuite, j'ai grossi à Paris quand j'ai eu une rupture. Et voilà. Et là, effectivement, je me suis vue. Enfin, il y a un moment où j'ai réalisé, quoi. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, maintenant que je regarde les photos. C'est très fort. Qu'est-ce qui a changé? Ta question, c'est quoi le déclic? Ouais. En fait, je te dirais 2 choses. Je te dirais que je pense pas que ça existe vraiment, les déclics. Moi, j'en ai eu un que je peux te raconter qui est très dramatique. J'ai dit à quelqu'un que j'étais amoureuse. Cette personne m'a dit je m'y attendais pas du tout et c'est adorable, mais merci, mais non merci. Et 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail qui faisait la liste de mes qualités. Et vraiment, il y avait un énorme paragraphe de ses qualités. Et j'étais d'accord avec la plupart, vraiment. Mais je me suis dit, avec toutes ces qualités-là, en fait, j'ai toutes les qualités de la Terre. La seule qualité que j'ai pas, c'est que visiblement, je suis pas baisable. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que moi, je me baiserais pas non plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il faut que je sois baisable. Et donc, je me suis dit, je me trouve trop grosse. Donc, je vais perdre du poids. Et voilà. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai perdu 20 kilos. Avec le temps, j'ai repris un petit peu. Et récemment, j'ai eu une rupture encore et j'aimais toujours pas mon corps, en fait, et je me trouvais toujours pas baisable et je comprenais qu'on m'ait quitté puisque donc je me suis pas vraiment fait quitter, mais je comprenais parce que je me disais mais c'est vrai que je suis pas attirante, quoi. Moi-même je me trouve toujours pas attirante alors que j'ai perdu tout ce poids, etc., et que j'avais repris un petit peu et je me suis dit faut que ça change. Et donc je me suis remise à faire un régime. Mais il faut savoir que ce régime, il vient aussi du fait que je voulais aussi que mon ex regrette. Je voulais qu'en me voyant, mon ex puisse avoir quelqu'un de différent devant les yeux. Je voulais que mon ex puisse peut-être tomber amoureux. Enfin, il y a un truc d'une nouvelle personne, en fait. Je voulais être une nouvelle personne que peut-être cette fois, mon ex pourrait aimer. Il y avait un truc comme ça. Mais ça, c'est des faux déclics, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est des déclics... Oui, sur le moment, tu te dis oui, mais ça, c'est des trucs qui durent pas, en fait. C'est pas assez fort pour engendrer un changement de... Si, c'est assez fort pour engendrer un changement, puisque je l'ai fait 2 fois. En revanche, c'est pas assez fort pour que ça dure. Là où je te dirais que il y a un deuxième déclic, et ce deuxième déclic, il vient du fait que j'ai travaillé sur moi, et que aujourd'hui, je pense que ce deuxième régime particulièrement a fait la différence, puisque j'ai travaillé sur moi, et que aujourd'hui, j'ai plus peur d'être autre chose que cette meuf grosse que j'étais, qui finalement est un costume. Et donc aujourd'hui, je peux dire, je suffis. Je suffis en étant moi-même, et en n'étant pas grosse, et en étant juste... et en acceptant que peut-être je peux être différente. Tu vois, je sais pas, là je rentre vraiment dans les détails d'un truc hyper... un peu pathos, mais voilà. Non, je trouve pas ça pathos du tout. Je trouve ça très inspirant parce que moi, j'ai la sensation qu'on est, en tant que meuf, mise dans des cases.
mise dans des moules et comparée. Toi, t'as perdu vachement de poids aussi. Sur des échelles. Ouais. Enfin, vachement, j'en sais rien, mais t'as perdu du poids en tout cas. Comme toi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, alors, pas comme toi parce que j'ai pas vécu de rupture. Moi, ça vient pas d'un déclic par rapport aux autres. Mais j'arrive à un moment où je me reconnais pas. Ou quand je me regarde dans la glace, je ne me vois pas. Bon, j'ai un rapport particulier au genre, donc c'est sans doute. Oui, mais par exemple, moi j'ai aussi ce truc de quand tu te regardes dans la glace. Moi, quand j'étais plus grosse, je me voyais dans la glace et je ne me reconnaissais pas non plus. Je me reconnaissais pas. Mais je savais. Et aujourd'hui, je me vois dans une glace, mais je me reconnais pas parce que mon identifiant. Enfin, c'était comme avant. C'est de dire, en fait, c'est étrange de dire quand je me vois dans une glace, j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors que c'est ce que je suis. Mais et que maintenant que je suis comme. J'étais dans ma tête, et ben je suis quand même pas comme je suis. Enfin, c'est très étrange, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est. Le truc, c'est que je me regardais dans la glace et je me reconnaissais pas. Et en même temps, je pense que j'avais besoin d'être invisible. Et c'est marrant, tu commençais ton spectacle en faisant une vanne sur hey, les gros, on vous voit. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que les gros, on vous voit pas. C'est-à-dire que vous êtes en fond dans la société. On vous de côté sur les photos, derrière sur les photos. Voilà, c'est un côté invisible. Et comme tu disais, je pense que j'étais pas baisable non plus. Parce que c'était pas une question de poids, parce que vraiment, fondamentalement, j'ai pas perdu beaucoup. Mais j'ai gagné en confiance, ce qui se voit beaucoup plus en fait. Oui, mais tu dis par exemple que tu étais invisible, mais tu avais les cheveux roses. Enfin, ça rend visible ça, par exemple. C'est un costume aussi. C'est exactement ce que tu racontes. Puis c'était la mode à Mademoiselle, on va pas se mentir. Pardon. J'ai commencé sur Mademoiselle avec un pseudonyme, je m'appelais Marie-Charlotte. J'avais les cheveux bleus et je m'habillais en désigual. C'était mon costume de scène. Ouais. Et donc je me retrouve totalement dans ce que tu es en train de raconter. Mais donc, je voudrais revenir à ce que tu dis que tu as fait un travail sur toi. Oui. Ça m'intéresse qu'on parle de ça. Mais avant ça, une question peut-être de transition, je ne sais pas. Tu parles beaucoup de ruptures successives et d'épreuves par lesquelles tu passes. Est-ce que tu as la sensation d'apprendre en faisant des erreurs, par les erreurs? Ou est-ce qu'en fait, l'erreur est un échec et c'est juste se prendre un mur? Je sais pas. Franchement, c'est compliqué cette question parce que... Enfin, moi, j'ai l'impression de me prendre un mur chaque jour. Enfin... Alors peut-être pour t'aider à réfléchir à cette question, quel type d'élève t'étais en classe? C'est-à-dire, est-ce que quand t'avais est-ce que t'avais des bonnes notes ou des mauvaises notes? Des bonnes notes. Bonnes notes, ok. Donc une mauvaise note, est-ce que c'était... Lego, des bonnes notes. Est-ce qu'une mauvaise note, c'était un échec? Ouais. T'as raté le contrôle? Ou est-ce que c'était une curiosité de « Ah ouais, où est-ce que je me suis plantée? Dites-moi pour que je le refasse plus, que j'apprenne, que j'avance. » C'était positif? Tu le vivais comme quelque chose un challenge? Non, c'était négatif. Ok. C'était négatif. Peut-être aussi que il y avait certainement un peu de, comme tu dis, où est-ce que je peux apprendre, machin. Mais non, c'était négatif, c'était un échec, enfin. Mais moi, j'ai pas vraiment travaillé à l'école, hein, donc je suis pas une bonne. Enfin, j'ai été bonne élève sans rien faire, donc ça allait, tu vois. J'avais rien à faire et j'ai arrêté les études le jour où il a fallu commencer à travailler, pendant le master. Donc... Je suis allée au bout de là où j'ai pu aller sans travailler. Après. Et donc, dans ta vie, on va dire, autre que scolaire, si on sort du cadre scolaire, quand tu rencontres une difficulté et que tu es dans une impasse, je la répète en permanence. Je me suis inscrite au tennis quand j'avais 10 ans. On m'a dit, il faut apprendre à perdre. C'est très important de savoir perdre. Et j'ai très bien appris. Mais du coup, j'ai jamais gagné. On m'a dit, c'est important d'avoir un très beau geste. C'est important tout ça. Et je pense que cette philosophie de vie est une philosophie qui me caractérise dans ma vie en général. C'est-à-dire que j'ai appris à perdre et que je pense que ça fait partie de la vie et que c'est normal et que ça permet de mieux vivre. Et que je pense sincèrement que chaque chose vient en temps et en heure et que parfois... certaines choses arrivent quand elles doivent arriver. Et même si je suis pas mystique, je crois pas en Dieu, machin, mais il y a un truc qui est... Voilà, ça arrivera à un moment, quand ce sera le bon moment, quand ce sera juste pour plein de choses, et pour moi ou pour... Voilà. Ça, j'en suis persuadée. Mais je sais aussi qu'on m'a dit qu'il faut apprendre à perdre, et ça fait partie du truc. C'est normal, pour moi, c'est normal de perdre. Je regrette qu'on m'ait pas vraiment dit qu'il fallait aussi que j'apprenne à gagner, parce que du coup, j'ai jamais gagné un seul match de tennis. On m'a dit qu'il faut avoir un très beau geste, tu me verrais faire du tennis, c'est hyper impressionnant, on dirait Federer. Mais...
Mais par contre... on se fait un tennis. Ouais, c'est ça. Mais par contre, en revanche, oh là là, je perds à chaque point. Par contre, on peut jouer longtemps. Je tape fort, il n'y a pas de problème. Mais je vais perdre tous les points. Dès qu'il y aura de la stratégie, je perds tout. Donc, si tu veux... Et je pense que c'est un truc qui est dans ma vie, en tout cas, plutôt présent, c'est de dire... aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui ont un beau geste dans la vie, qui sont volontaires, qui savent perdre, qui l'acceptent, qui se disent c'est pas grave, ça peut arriver, on va progresser, machin. Mais qui ne réussissent pas vraiment. Tu vois, il y a un truc de... Est-ce que tu fais partie de ces gens qui n'ont pas peur de l'échec, mais qui ont peur de la réussite? Bah forcément. Mais j'ai peur de l'échec. Hein. Enfin, peur de la réussite, certainement. Mais enfin, j'ai moins peur de... Enfin, j'ai quand même très peur de l'échec. Hein. En fait, ça se caractérise par... la peur de l'échec, c'est une vraie paralysie. C'est-à-dire que tu ne fais rien parce qu'en fait, tu as la mémoire douloureuse des échecs passés. Et la peur de la réussite, c'est tu fais des trucs. Tu as moins peur de l'échec, tu fais des trucs. Mais tu t'arrêtes toujours avant. Oui, mais moi, je suis un pied du podium, moi, comme meuf. Enfin, vraiment. Hein. Je fais partie des meufs au pied du podium. C'est-à-dire que je suis une belle 4e place. Pourquoi tu dis ça? Bah, regarde ma carrière. C'est-à-dire que j'en vis, c'est super. Franchement, c'est top. Mais je suis pied du podium. C'est-à-dire que je fais pas partie des pelotons de tête. Je suis pas numéro 65 mondial. Hein. Mais aujourd'hui, par rapport à ma carrière, par exemple, ouais. Il y a tout un tas de gens dans ma génération qui sont beaucoup plus avancés que moi et qui ont des succès beaucoup plus... fulgurant au-delà non, pas fulgurant parce que c'est pas forcément fulgurant, non, mais qui ont des succès plus actés, plus clairs, plus on sait qui c'est, ils remplissent leur salle sans avoir à lutter, tu vois, ils créent d'une manière plus simple ou j'en sais rien, tu vois, et je dis pas que c'est simple, hein, mais qui ont des trucs plus actés. Moi, je fais tout ça aussi, je fais les mêmes trucs qu'eux, machin, mais pied du podium. C'est-à-dire que j'ai pas la médaille, quoi. Mais j'en vis, ça se passe bien, j'ai plutôt bien classé, hein, mais puis du podium. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça me ramène à cette histoire de... Tu disais que tu as travaillé sur toi. Ouais. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'un moment où tu te sens un peu bloqué en surplace dans ta vie, tout domaine confondu, j'allais dire, le pro, le perso? Oui. Aujourd'hui, je travaille sur moi pour monter sur le podium. Mais de la vie en général. Alors après, dans un truc un peu bateau et tout, mais de manière générale, sur l'amour et tout ça, oui, j'ai des histoires. Après, toutes mes copines en ce moment, elles sont enceintes. Hein. Moi, non. Moi, j'ai rompu il y a 1 an, je m'en remets pas. Hein. Donc, si tu veux, il y a un truc de... Et pourtant, c'est super. Je suis une fille super. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Donc aujourd'hui, mon travail que je fais à côté, et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'il fallait que je le fasse, et j'ai mis du temps Puis des fois, je le fais pas du tout. Hein, mais tu fais quoi? Travailler sur moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait des trucs fous que je raconte dans mon spectacle d'ailleurs, mais je suis partie en stage en Ardèche, en stage en thérapie de groupe. J'ai fait ça. Ça me terrorise. Vraiment, la thérapie de groupe, ça me terrorise, je pense. C'est autant flippant à plein de niveaux. C'est-à-dire que c'est flippant d'un côté thérapie de groupe, quoi. Il y a un côté oh là là. Et flippant parce que t'es devant plein de gens devant qui tu te fous à poil. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu vas te dire à ces gens. Et en même temps, c'est hyper fort. Ce qui s'en dégage, la relation que tu peux avoir de manière éphémère avec toutes ces personnes. C'est des gens que je ne revois jamais. Enfin, tu vois, instantanément, j'ai su que je leur confierais toute ma vie et pourtant que je ne les reverrai jamais. Mais d'un coup, la force du groupe fait que ce qui se passe est beau. Et que d'un coup, sur un temps donné, tous les gens qui sont là, ils deviennent une partie de toi, sur un temps donné. Et c'est hyper fort. Et ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. C'était quand, ça? Thérapie de groupe? J'en ai fait 3. D'accord. J'en ai fait 3. Le truc en Ardèche, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Il y a d'autres travaux que tu fais sur toi? Enfin, je sais pas. Est-ce que parce que ça, c'est des... Tu me parles de thérapie de groupe, c'est des moments. Mais thérapie de groupe, c'est des moments définis, voilà. Des moments. Après, au quotidien, je travaille sur soi. Je parle de ma vie avec des professionnels et puis avec ses amis aussi. Enfin, moi,
J'ai des amis qui ont beaucoup fait, qui m'ont dit que je racontais jamais rien de ma vie avant, que je racontais jamais rien de personnel, etc. Et que eux, ça les faisait chier en fait. Que c'était pas ça qu'ils sentaient que j'étais là pour eux, c'était pas la question, mais que j'étais pas, qu'ils avaient pas l'impression de me connaître. Et c'est drôle parce que c'est le même rapport qu'il y a à mon spectacle. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, je te disais tout à l'heure, oui, mon spectacle, machin. Les gens ils me disaient, on est là, t'es avec nous, on passe un bon moment, mais on n'a pas l'impression de te connaître. C'est pareil avec mes amis. Donc aujourd'hui, mon travail est dans ma vie, dans mon spectacle, et de faire de me découvrir, de dire ce que je ressens. C'est un long boulot. Hein. Alors, tout le principe de cette interview, normalement, c'est que je pose des questions sur les premières fois et les jours marquants de ta vie. Mais c'était tellement intéressant qu'on parle de ce parcours que passionnant, du coup, j'ai pas du tout voulu couper. Mais il y en a quand même quelques-unes que j'aimerais aborder avec toi. Puisque c'est toi qui choisis les questions qui sont les plus pertinentes par rapport à ton expérience personnelle. Alors, une des questions que tu m'as isolée, c'était la première fois que tu t'es déçue en me disant ça correspond aussi à la première fois que tu as été fière de toi. C'est par rapport à mon poids, en fait. Le jour où, je t'en parlais tout à l'heure, le jour où je suis montée sur ma balance après ce râteau et que j'ai vu que je faisais plus de 100 kilos, exactement 104, je me suis déçue. Je me suis dit comment j'ai pu me laisser aller comme ça. Comment j'ai pu devenir une aussi grosse personne alors que... Enfin, comment j'ai pu m'oublier, en fait. Ne plus me voir au point de devenir ça. Et je t'ai dit que ça allait de pair avec la... C'est quoi la deuxième question ? La première fois que tu étais fière de toi. J'ai été fière de moi à plein de moments de ma vie. Mais je suis tellement fière d'avoir fait ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire d'avoir perdu ces putains de 34 kilos, que ça, c'est énorme. Parce que ça change tout dans ma vie. Ça change mon rapport au monde, quoi. Et à moi-même. Et c'est un moment où tu prends le pouvoir sur toi, où tu... Ah ouais. Gère ta destinée. Ouais, là je prends le pouvoir sur moi, vraiment. Et du coup, je te disais, oui, c'était compliqué de parler de moi, machin. Aujourd'hui, aujourd'hui, sur scène, j'existe plus, même dans ma vie en tant que femme. Enfin, je suis plus... comme tu dis, j'ai pris le contrôle, quoi. Et le contrôle sur mon corps, sur ce que je suis, ce que je dégage, alors je cherche, hein, je te dis, je sais pas qui je suis exactement, mais malgré tout, il y a un truc que je sais, c'est que je l'ai fait. Et ça, putain, c'est hyper jouissif, quoi. Il y a un truc hyper fort de dire je l'ai fait. C'est ma grande lutte, quoi. Et pour le coup, par exemple, dans mon métier, j'ai l'impression d'être tout le temps en lutte. Tout le temps, de devoir me battre pour exister, pour machin, pour truc. Rien n'est jamais acquis. J'ai fait de la télé 2 mois après, je me suis fait virer. Enfin, c'est dur. Enfin, tu vois, il y a des trucs où tu fais c'est pas de ma faute, ils m'adorent, ils veulent pas me. Tu vois, vraiment, je me suis fait virer par des gens qui m'ont dit on adore ce que tu fais. C'est génial, on n'a rien à te reprocher, mais on a un problème de budget. Et donc tu fais oui, mais moi j'adore travailler dans la télé. Et ils m'ont dit oui, on sait, mais en fait, on nous a demandé de réduire de 3 000 € par émission et t'étais la cerise sur le gâteau, sauf que là maintenant, on n'a plus les moyens d'avoir une cerise sur le gâteau. Donc, tu vois, que des trucs comme ça où c'est une lutte en permanence. Faut exister, faut renouveler son intermittence, faut remplir sa salle toutes les semaines, c'est compliqué, machin. Ça, c'est une lutte en permanence et qui sera jamais terminée. Chercher ce que je vais raconter sur scène, ça sera jamais terminé. En revanche, ce que je viens de faire là, je peux te dire, j'ai perdu 34 kilos et c'est fait. Tu vois, il y a un truc qui est acté, qui est fait, qui est là, quoi. J'ai changé de corps. Aujourd'hui, je dois me représenter auprès de gens qui me savent plus, qui me reconnaissent pas. Enfin, c'est vrai. Oui, ça m'arrive. Donc, si tu veux, je pourrais vendre mes photos à Weight Watchers. J'en suis là. Mais avant, après. Donc, si tu veux. Et ça, c'est acté. Et ça fait très prétentieux de dire ça et tout. Mais ça, j'en suis putain de fière parce que ça, on peut pas me l'enlever, quoi. Et l'autre jour, mon ex m'a dit oui, il y a un truc que t'as fait. J'en ai parlé avec une pote qui est docteur. C'est peut-être pas bien, machin. J'ai fait une détox, voilà. Et j'ai dit, en fait, je m'en fous. J'ai pas envie que tu me dises ça. Je lui dis parce que moi là, ce serait m'enlever une victoire. Et là, moi, ces victoires-là, elles sont trop précieuses. Elles sont trop. Je suis hyper fière de moi. Et effectivement, je prends le contrôle, quoi. Je dis, c'est à moi et je l'ai fait. Et du coup, ça me définit maintenant. C'est la première pierre à cette nouvelle identité. C'est hyper. Et ça fait que j'ai moins peur de la féminité, de plein de choses. Enfin, c'est intéressant à traverser. C'est difficile, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait peur dans la féminité ? C'est dur d'être une femme. Pourquoi ? Parce que pourquoi parce que ça me rend visible. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, on n'est pas neutre, on est des meufs. Parce que ça me sexualise de travailler sur ma féminité, de l'accepter.
c'est tout un travail d'accepter que d'être une femme et pas une fille. Et je crois. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Alors, mais... j'allais te demander la différence, mais en fait, c'est une des questions qu'on a isolées ensemble. C'est le jour où j'ai compris que j'étais une femme. C'était quand ? C'est quoi la différence avec une fille, être une fille ou une femme ? La différence entre une fille et une femme, c'est qu'une fille, c'est inoffensif. Une fille, c'est une fille. C'est quelqu'un qui se construit. Une femme, c'est quelqu'un qui a encore des choses à construire, mais qui est là et qui est à la montée d'une marche du podium. Alors, je vais dédoubler la question. Ouais. C'était quand le jour où tu as compris que tu étais une femme ? Et c'était quand le jour où, pour toi, tu es devenue une femme, par rapport à la définition que tu viens de donner ? C'est peut-être le même jour, je ne sais pas. Je sais pas quand c'était le jour où j'ai compris ce que c'était d'être une femme. J'en sais rien. Je sais pas te dire le jour où je le suis devenue. Parce que je crois que je le suis pas encore. Vraiment. En revanche, je sais que j'ai décidé un jour qu'il était temps que je le sois. Et ça, c'est pas pareil. Tu vois ? C'était accepter de grandir. Et c'était quand que t'as accepté C'était de récemment. grandir ? Ça, avec la perte de poids, avec l'idée de j'enlève mon costume, donc il va y avoir quoi en dessous ? Il y a une femme, voilà. Bon bah très bien. Faut chercher quoi, tu vois. Je rigole dans mon micro, mais je suis admirative parce que je continue à m'habiller avec des t-shirts Disney. J'ai des putains de Vans Alice au Pays des Merveilles où j'ai écrit Mademoiselle au stylo bic dessus. Bah voilà, c'est ça. Comme si j'avais 15 ans. Bah voilà. Bah, si tu veux, je peux t'enfiler pas mal des t-shirts comme ça. Je suis vraiment pas à ce non, stade. mais c'est accepté. Par exemple, ça y est, j'ai mis des bottes, des bottines, tu vois. C'est con, hein, mais et pourtant elles sont pas féminines, mais dans ma tête, c'est plus adulte déjà. Mais c'est quelque chose que tu as choisi. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que tu penses qu'il faut te comporter, t'habiller comme ça non, pour être adulte ? choisi ? C'est un truc que tu as envie de faire. Ah, que je choisis, bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, je serais en talon haut et je mettrais un tailleur. Si c'était ce qu'on nous... Enfin, si j'avais envie de de devenir une femme comme les gens l'entendent dans la société, une femme active, non. Être une femme, c'est de porter un jean, un pull et tu vois, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas que... En revanche, c'est accepter que ça peut être plus joli, plus féminin, moins enfant, moins adolescent. Voilà. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais... Très clair. Bref. Pas près du micro. Marine, c'était quand le jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort ? C'est quand je suis partie en Ardèche. Je t'ai parlé de tout déjà en fait, t'as l'impression de me reposer les questions, mais c'est quand je suis partie en Ardèche. Ouais, là c'était... Je suis partie très loin. Parce que c'était la première fois que je parlais de moi vraiment, que je me confrontais à moi, que je prenais des résolutions pour moi-même, que je me suis dit que ça irait bien, que... Voilà. En sachant bien que tout ce que je te raconte, ce sont des problèmes de bourgeoise. Hein. Je sais pas si c'est des problèmes de... bien sûr que si, en fait, c'est des problèmes de bourgeoise. Alors moi, je dirais plutôt que c'est des problèmes qu'on a le luxe de pouvoir se poser parce qu'on se pose pas des problèmes de survie, tu vois, de mettre à manger sur la table, mettre un toit au-dessus de nos têtes, mettre du chauffage en dessous du toit, j'allais dire. En soi, c'est un luxe, effectivement, de pouvoir au-delà d'un luxe, se poser ces problèmes. Mais c'est des problèmes universels. Non, mais au-delà de la survie, je suis une femme blanche... mes parents s'aiment, il n'y a pas eu de divorce. Aujourd'hui, moi, mes problèmes, ils sont mineurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je réalise aussi que, comme tu dis, au-delà de la survie, il y a plein de gens qui n'ont pas des problèmes de survie et qui pourtant ont des problèmes de stéréotypes. Qui sont jugés parce qu'ils sont noirs ou parce que... Enfin, tu vois... Enfin, là, je sais pas, j'ai regardé tout à l'heure sur Violente Viande. Tu vois l'Instagram de Violente Viande. Je connais pas, non, mais je mettrai un lien. Parfois il met des trucs un peu il va loin, mais voilà, mais il a posté une chanson tout à l'heure dans sa story où c'est un petit mec qui dit oui je suis beurre mais n'ayez pas peur parce que je vais rien vous voler et tout. Un mec qui chante ça, t'as envie de dire mais c'est les années 80 hein, mais c'est horrible et, en fait, j'ai pas ce type de problème quand même, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça va, je veux dire, ça va, moi les seuls problèmes que j'ai c'est que je me suis pété un ongle, en vrai c'est ça, tu vois. Alors oui j'ai des problèmes de ouais mais quand je m'apprécie pas machin, il y a une partie de moi qui se dit, je dis pas qu'ils sont pas valables, j'ai le droit de ressentir mes tristesses et je les vis et évidemment,
mais il faut aussi les relativiser. Mais c'est ça le problème. Je pense que commencer par se mettre soi-même au centre de sa vie, ça n'a pas pour corollaire de mettre les malheurs du monde au second plan. On n'a pas à se sentir coupable de s'occuper de ses problèmes au motif que d'autres ont des problèmes pires que les nôtres. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et puis justement, je pense que quand on va mieux, nous, on va mieux. Le monde va mieux un peu aussi, tu vois. Exactement. Parce qu'on est plus disponible pour les autres, pour plein de choses, pour faire du bien au monde aussi, tu vois, je pense. Mais c'est aussi cliché, hein. Tout ce que je te dis là est très cliché. Bah ouais, enfin peut-être, mais c'est surtout des vérités. En fait, je réagis surtout parce que t'es pas la première à me dire ça. À venir me dire, à ce stade en plus de la discussion, donc quand on a bien parlé, venir dire mais en fait moi mes problèmes ils sont pas graves. Ben ouais. Non mais attends, ça les rend pas moins importants en fait. Bah ils sont pas importants à l'échelle de l'humanité, ils sont importants à l'échelle de ma vie. Mais Exactement. Je me rends bien compte qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes à l'échelle de leur vie, bien plus et au-delà d'une échelle de je suis pas en train de te dire tu me prends moi avec une femme syrienne qui a migré. Même pas sur cette échelle-là, qui est une échelle... Non, je parle de moi par rapport à une copine à moi qui a grandi qui a eu une enfance beaucoup plus compliquée parce qu'elle a grandi dans des centres, dans des machins. Moi, je pars du principe que en réglant nos problèmes, nos problèmes de riches, comme si on peut dire, on va réussir à faire partie de la solution. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est aussi des problèmes que d'autres personnes peuvent rencontrer et que, à force de pouvoir être un exemple, dans la résolution de ces problèmes-là, on arrive à inspirer les autres et les emmener avec nous. Et toi-même, quand tu mon but vas mieux... c'est pas d'inspirer les gens. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Tu trouves que... je trouve que le travail d'humoriste, c'est quand tu les fais rire, finalement, tu leur apportes un luxe parce que ça la met pas... Tu vois ce que je veux dire ? Tu sors personne de la misère en les faisant rire. Alors si tu vois ça comme ça... Oui, alors, ok. Si tu te replonges dans la France post-13 novembre 2015, c'est un moment où j'estime que avant, peut-être que aller voir un spectacle d'humour, c'était je vais voir un spectacle d'humour, c'était presque militant à ce moment-là en France d'aller rire et d'aller rire de certains sujets. Il y a une des questions que tu as isolées qui était le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir, mon impact. Ouais, je l'ai isolée parce que en plus c'était là ce jour-là, je pense. C'était là le premier One Match Show qui était 3 jours après les attentats du 13 novembre, ou 4 jours. Ah, c'est possible. Du 13, ouais. C'est possible. En fait, moi, j'ai toujours pensé que je faisais de l'humour inoffensif et que ce que je faisais, c'était juste un moment de détente pour les gens et que ça, je voyais pas... je trouvais ça, encore une fois, prétentieux de penser que j'allais changer quelque chose dans la vie des gens. Et je le pense encore, hein, je pense pas que moi, venir voir mon spectacle, ça va changer la vie des gens. Mais n'empêche que ce jour-là, donc on a fait un One Match Show, c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, c'était compliqué de monter sur scène, c'était compliqué de rentrer dans une salle de théâtre, c'était compliqué pour plein de raisons. C'est compliqué d'un coup de dire je fais venir des gens dans une salle et peut-être si ça se trouve il y a quelqu'un qui va rentrer et ça va exploser. Enfin, tu vois, il y a un truc. C'était compliqué parce qu'on avait tous peur. On avait tous peur. Moi, quand les gens ils me disaient on continue d'aller boire en terrasse et on n'a pas peur, moi j'ai peur en fait. Moi j'ai peur et voilà. Et donc j'avais cette programmation qui était folle. Il y avait Sophie-Marie Larouille qui, elle, n'était pas sortie depuis les attentats parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était juste à côté. Il y avait Blanche Gardin, Bérangère Krief, je ne sais plus qui d'autre était là, mais je sais qu'elles étaient là. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, dans cette programmation. Et c'était particulier. Il y avait un truc... c'était particulier. Je savais que c'était à moi d'ouvrir et de présenter. Et je savais qu'il fallait que j'en parle. Parce que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Et c'est la première fois que, du coup, j'allais prendre c'était important parce que c'était la première fois que ce que j'allais dire allait avoir, pas un impact, parce que je me rends bien compte, si tu veux, du côté... il y avait 100 personnes dans la salle. Tu vois, c'est pas... Mais il fallait que je parle d'un sujet important. C'est la première fois qu'il fallait que je parle d'un truc important. Et qu'il fallait que j'en parle. Et c'était, ça a été compliqué de l'écrire. Et en même temps, ça a été très vite. C'était à la fois très compliqué, à la fois ça a été très vite d'écrire, parce que c'était moi qui commençais. Et il fallait que j'en parle. Et je savais que pendant tout le spectacle, tout le monde allait penser qu'à ça. Comme moi, comme n'importe qui. Il fallait que je trouve le chemin du rire. Et ça, c'était compliqué. Et j'ai trouvé. Et c'était cool. Et ça s'est bien passé. Et j'étais contente. Et on a fait la soirée. Et la soirée s'est super bien passée. Et on a eu des blagues incroyables.
quand Blanche Gardin, à la toute fin, on lui dit t'as une actu, elle dit bah là je pars faire le djihad. Mais on a tellement rigolé. Sophie Marie, elle est tombée de rire par terre. Enfin vraiment, c'était super cette soirée. Et moi j'ai oublié pendant cette soirée qu'il y avait eu les attentats. Et moi j'ai oublié, j'ai passé une super soirée. La soirée elle était de qualité, c'était vraiment génial. C'est peut-être très loin tout ce que je te raconte, pardon. Et à la fin de cette soirée, c'est moi qui fais le chapeau, donc les gens me disent ah super, bonne soirée, merci, ils mettent des sous dans le chapeau. Et moi je vois les gens qui passent et je me dis bon c'est cool. Et là je vois une fille qui déboule de super loin. Elle est grise, la meuf. Enfin, tu sentais que ça n'allait pas, quoi. Elle avait les cheveux plats, alors que, bon, a priori, elle les avait propres, tu vois, c'était pas la question, mais tu sens, c'est pas la joie de vivre, quoi. Et la meuf, elle s'approche de moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, oh, ça va, meuf, on a passé une bonne soirée. Je sais qu'en ce moment, c'est dur, mais sans déconner, ça va. Et la meuf, elle vient, elle me dit, je voulais vous dire, j'étais au Bataclan, il y a 4 jours. Je me suis forcée à venir ici parce que c'était important. Et c'est la première fois depuis longtemps que je pense à autre chose et que ça me fait rire et que ça me fait du bien. Alors je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir, vous et tous les autres artistes. Et là, je suis un peu émue en parlant, mais c'est là où je me suis dit, il est là mon travail en fait. Mon travail, il est là. Mon travail, il est de faire que les gens qui, sur un temps donné, ont des soucis ou ont des trucs, puissent en rire, ou s'en échapper, ou sur un moment donné, ça peut être une sorte de pansement sur le cœur. Et c'est hyper bateau, c'est hyper cliché, hein. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte de ça. Et c'est là que ça a aussi amené un changement dans mon travail, qui commence aujourd'hui à être vraiment visible, qu'il n'était pas à l'époque, mais aujourd'hui qu'il l'est. Ça a enclenché un changement dans mon travail qui est de dire on va parler de choses plus sérieuses, de choses plus importantes. Au-delà des choses, de faire des sketchs sur des pharmacies, ça va. Enfin, tu vois, on peut aller chercher des choses plus profondes. Et voilà, mais c'est très long tout ce que pas tu du racontes. Tout. Quand tu racontes toute cette histoire, moi j'entends pas que ce serait un luxe ou quelque chose de futile, tu vois. À la fois tout ton métier, mais l'humour en général, j'entends que c'est une nécessité. Peut-être, mais je me dis pas ce que je fais, je le fais par nécessité pour les gens. C'est très égoïste. Je dis, le travail que je fais peut être ça. Mais ça l'est pas forcément. Et il y a plein de gens qui viennent voir en disant juste ah, bon, eh ben on va bien rigoler. Et tant mieux. Et c'est très bien. Et ça devrait pas avoir plus de... Bah, c'est hyper précieux. C'est déjà hyper précieux. C'est déjà hyper précieux, mais ça devrait... Enfin... Oui, c'est déjà hyper précieux. Tu sais, tu disais en intro que tu trouves que ce métier, il y a quelque chose de prétentieux dans ce métier. Ouais. Moi, je te suggérerais d'utiliser plutôt le terme ambitieux plutôt que prétentieux. C'est très ambitieux de vouloir faire rire des inconnus avec des histoires très personnelles, des gens que tu connais pas. Oui, alors oui, d'accord. Et que ça marche en fait. Oui, alors oui. Tourne-le en positif. C'est hyper ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Aussi. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle, non ? Non, ça fait 1 heure. Putain, okay. Avec les 2-3 coupes qu'on va faire, ça va faire 1 heure. Pour finir, j'ai 2 questions. Oui. La première... Alors la réponse est bleue et la seconde, la réponse est franchement bof. On va voir si ça match. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné ? Bleu. Le pire conseil qu'on m'ait donné, bon, brûle ta chemise. C'est quoi le contexte ? J'ai joué dans un festival et une professionnelle m'a dit « J'ai adoré ce que tu faisais, par contre brûle ta chemise ». Et j'ai trouvé ça sexiste. Parce que elle m'a dit « On voyait que ça, j'ai pas pu passer à autre chose ». Là, non, on s'en fout, j'ai parlé pendant 20 minutes. Ouais, ta chemise. Après, je rigole, mais le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné, ce serait de je sais pas si c'est un conseil, mais c'est une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? On met en comparaison entre femmes, en fait. On nous met en comparaison entre femmes, et ça me... Faut pas faire ça. Enfin, je crois pas... c'est pas bien de se comparer aux autres. Oui, c'est ce que tu disais quand tu parlais de... Avant, j'étais la grosse rigolote. Ouais. Maintenant que t'es plus grosse, faut que tu te démarques, quoi. C'est quoi ton marketing ? Et au-delà, même, on dit, par rapport aux autres femmes, qu'est-ce que t'as de différent ? Tout, en fait. On dit pas aux hommes qu'est-ce que t'as de différent par rapport à machin. Non. Et alors, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu ? Franchement, bof.
insupportable. J'essaye de voir si ça marche, mais ça marche pas. C'est quoi le deuxième truc? C'est quoi le meilleur conseil que t'aies reçu? Alors d'abord par rapport à ce que j'ai dit juste avant dans le livre de Tina Fey, elle dit à un moment souvent on me demande dans mon métier quel conseil je donne aux femmes. Je dis arrêtez de vous comparer en fait. Elle dit on va toujours vous mettre en comparaison les unes par rapport aux autres. Par exemple elle dit par exemple ils vont vous dire il y a une promotion qui va sortir, s'ils choisissent une femme ce sera entre toi et Barbara. Elle dit c'est pas entre toi et Barbara, c'est entre toi et le reste du monde en fait. Et après, elle dit et porte un soutien-gorge. C'est toujours bien de porter un soutien-gorge, tu regretteras pas. Et je trouve ça drôle. Donc, ça, c'est un bon conseil qui se lie avec celui qu'avant. Et sinon, d'arrêter de préjuger ce que les gens pensent. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie et dans mon métier. C'est-à-dire d'arrêter de dire. Moi, souvent, j'arrivais sur scène et je disais oh là là, les gens, ils aiment pas, ils passent un mauvais moment, ils s'ennuient, ils rient pas, c'est horrible, ils ont payé 15 €, c'est une catastrophe. Vraiment, je suis une mauvaise personne. Et puis tu sortais, puis les gens ils faisaient j'ai jamais autant ri de ma vie. Et tu fais d'accord, bon très bien. Donc en fait tu te rends compte que tu te trompes. Et le jour où moi je me suis libérée de ce que pensaient les gens en direct, ça veut pas dire que je les écoute pas, ça veut pas dire que j'écoute pas les réactions, ça veut pas dire que je cherche pas à faire mieux, à les faire rire plus. Ça veut juste dire que j'arrête de me dire qu'ils me détestent en fait. J'arrête de me dire machin m'a pas répondu, c'est parce que y a ça. J'en sais rien. J'en sais rien, donc je ne préjuge pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se pense, ce qui est pensé en face de moi. Après, je te dis ça, c'est plus facile dans la théorie que dans la pratique, mais en tout cas, sur scène, j'arrive à l'appliquer et ça se passe bien. Je crois que c'est un énorme gain de temps dans la vie quand on arrive à faire ça. Ouais, il faut y arriver, parce que bon courage. Mais oui, c'est un gain de temps, bien sûr. Merci beaucoup, Marine Bausson. Merci à toi. C'est passionnant, j'ai adoré faire cette arrête, putain, avec toi. Merci beaucoup, Marine Bausson. Avec grand plaisir, écoute. J'ai adoré faire cet entretien avec toi. Non, mais on rigole parce que ça fait 5 fois qu'elle le refait, parce qu'à chaque fois je fais des blagues. Parce qu'elle fait quand même un petit montage, et donc à chaque fois elle le refait. Donc peut-être là elle va être obligée de le refaire. Mais on peut plus, parce qu'à chaque fois je rajoute, enfin tu vois, je dis des trucs. Donc là elle en peut plus, elle est au bout de sa vie, elle est là. Merci Marine Bausson, mais dans sa tête elle est là, cette espèce de connasse. On peut te retrouver chaque premier lundi à l'animation du One Match Show. Chaque premier lundi de chaque mois, oui. Exactement, chaque premier lundi de chaque mois à la Nouvelle Scène. Tout à fait. Excellente soirée que je recommande, personnellement, je les aime beaucoup. Mais tu as aussi un spectacle. Un spectacle qui se joue tous les mardis à 21h30 à la Nouvelle Scène, un spectacle de qualité. En plus, il y a une promo sur mademoiselle.com. Si vous m'envoyez un mail à marine@marinebausson.com en disant One Match Show, ou One Match Show, ou Mademoiselle, ou je viens de la part de Clémence, ou ce que vous voulez, je vous fais des places à 10 €, ce qui est plutôt sympa de ma part. Je mettrai tout ça dans l'article, comme ça cool. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur mademoiselle.com. Et tu es également en librairie, si je ne m'abuse. Alors, à 2 niveaux, j'ai sorti un livre avec Bérangère Krief qui s'appelle 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog. Et vraiment, je vous déconseille de suivre nos conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog. Mais bref, ça existe et c'est vraiment marrant comme bouquin. Et surtout, l'actu la plus fraîche, je dirais, c'est que on va... je fais partie du bouquin qui sort le 14 mars, dont tous les bénéfices sont reversés à une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Je fais partie d'un bouquin qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été, qui a été dirigé par Jack Parker, alias... c'est l'inverse, c'est Taous Merachi, alias Jack Parker. Qui dans le sens, oui, c'est ça. C'est une ancienne de mademoiselle.com. C'est ça, qui est une ancienne de mademoiselle.com. C'est elle qui a dirigé cette qui a eu l'idée merveilleuse de ce truc et qui l'a dirigé. Il y a plein de gens formidables dedans. Je suis très fière d'en faire partie. Et t'as écrit une lettre à l'adolescente. J'ai écrit une lettre. Et donc j'ai abordé ce soir, alors qu'il est pas le soir du tout, mais j'ai parlé de... Il y a plein de choses dont j'ai parlé là, que j'ai évoquées dans ma lettre. Et voilà. Et je pense qu'il faut... quel que soit l'âge que vous ayez, je pense que c'est important de lire toutes ces lettres si différentes et qui seront si inspirantes, je pense. Même moi. Pas moi, je vais être inspirante, mais moi, je me sens inspirée par tout ça. Voilà. Je mettrai toutes les informations dans l'article. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur mademoiselle.com. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. À très vite sur scène. Salut. J'ai bu du... Elle va absolument faire la promotion d'un smoothie. Non, mais j'en veux pas, en plus, j'en sais rien, c'était rigolo. Bref, juste pour me troller. C'est juste pour te faire chier. Allez, venez voir mon spectacle, vous verrez, il y aura... Tu vas parler de toi. Oui, voilà, il y aura des trucs sur moi. Voilà, j'allais parler du truc du smoothie, mais elle veut pas. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur YouTube,
Tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis. Et je te donne rendez-vous un jeudi sur 2 au petit matin.